C'est donc le moment de notre troisième volet qui va traiter d'un autre sujet, celle de l'écologie des canards hivernants. Alors, la baie de l'Aiguillon constitue, comme vous le savez, une zone extrêmement importante pour un grand nombre d'espèces de canards, et l'étude a cherché à comprendre comment se comportent les anatidés hivernants qui fréquentent la baie et puis les alentours de la baie. Alors, anatidés, en préparant ce colloque, j'ai été sur Wikipédia quand même pour savoir ce que ça voulait dire. Et donc j'ai découvert que donc, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi, les anatidés, ce sont en gros des oiseaux qui ont des palmes et un bec plat. Comme... Pouvez-vous me citer des anatidés d'ailleurs? Pas ceux de la LPO, hein, les autres. Canard? Mais c'est un canard ça. Les bernaches, très bien. Les oies? Quoi d'autre? Bec plat et pas de palmé. Cygne, j'ai entendu cygne. Et est-ce qu'il y a des gens de la LPO ici? Levez la main, n'ayez pas peur. Alors pas du tout. Rien à voir. Il n'y a personne de la LPO ici? Bon, ils sont tous partis à la pause café. Tant pis pour eux. Donc nous allons lancer d'abord une vidéo, si je ne dis pas de bêtises. On a une vidéo qui va se lancer sur l'écologie du canard poitevin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On laisse Guillaume finir. Tu finis, Guillaume? L'écologie du Allons-y. canard poitevin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un camp de vacances pour jeunes canetons? Pas du tout. C'est un groupe de sympathisants qui veulent protéger le canard? Non, non, non. C'est l'habitat passif des canards? Merveille énergétique? Presque. L'écologie du canard, c'est l'étude des relations entre les canards et leurs habitats dans le marais poitevin. Oui, voilà. Et dans le marais poitevin, deuxième zone humide de France, les canards sont bien logés. Il est composé d'une partie terrestre aux prairies humides avec des canaux d'eau douce et d'une partie maritime avec des prés salés et une vasière, comme en baie de l'Aiguillon. Pas étonnant que cette baie se situe sur une voie majeure de migration. Nombreux sont ceux qui en profitent pour passer l'hiver ou simplement faire une halte migratoire. Des scientifiques font des comptages depuis 1977 pour analyser ces comportements migratoires. Je me demande ce qu'ils mijotent. Ah, ben voilà. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est l'habitat des canards qui disparaît. Les prairies humides disparaissent au profit de terres cultivées. Sauf que ce ne sont pas vraiment des maisons qui servent d'habitat. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. Pour mieux comprendre, il faut savoir que les canards ont deux espaces de vie. Des espaces pour se nourrir, les zones de gagnage, et des espaces pour se reposer, les zones de remise. Or, nous ne savons pas vraiment où sont ces espaces. Alors, pour en savoir plus, une collaboration avec les chasseurs a permis de rechercher dans les gésiers de canards prélevés à la chasse la composition de leurs repas. Je te vois, pas touche. Incorrigible celui-là. L'expérience est menée sur différentes espèces de canards. Les colverts, les sarcelles, remarquez que le régime varie selon l'espèce. Les souchets, de moins en moins variés tout ça. Et les siffleurs, ah ben eux alors monomaniaques. Mais pas encore lui. Passons aux carottes. Pas celles qui se mangent, décidément c'est la diète pour toi aujourd'hui. Plus de 11 500 carottes ont été réalisées à l'aide d'un carottier. Ce sont des échantillons de terre qui sont ensuite tamisés pour ne conserver que les graines qui y étaient enfouies. Toutes les graines sont envoyées au labo pour être pesées, comptées et identifiées. On découvre ainsi que les espèces les plus présentes en prairies humides sont le trèfle et la renoncule, tandis qu'en prés salés, ce sera plutôt salicorne et puccinelli. Ainsi, nous pouvons comprendre dans quel type de milieu vont se nourrir les canards. Par exemple, le colvert avait des graines des deux milieux. Cela prouve donc qu'ils vont et viennent de prés salés en prairies humides. Intéressant. Il ne reste maintenant plus qu'à suivre quelques individus pour savoir quand ils sont dans ces différents milieux. Pour cela, rien de mieux qu'une balise GPS. Mais c'est un GPS, pas un jetpack.
Les localisations des canards sont ainsi enregistrées jour et nuit. Le jour, les canards se retrouvent donc dans la baie de l'Aiguillon et se reposent. Alors que la nuit, ils vont se déplacer plus ou moins loin dans les prairies humides pour se nourrir. Avec ce suivi, les scientifiques ont remarqué que les zones les plus utilisées, notamment le jour pour se reposer, étaient des espaces protégés. Chercherait-il à éviter les humains ? Les prés salés et les prairies humides sont donc des habitats complémentaires qui dépendent en partie de la gestion de l'eau, avec l'ouverture et la fermeture des écluses. L'inondation des prairies humides favorisant une bonne qualité de l'eau dans le marais. Tout le monde est ravi. Et pour nous parler de l'utilisation des zones humides par les anatidés dans le marais Poitevin, je vais demander à, dans un premier temps, Mathieu Guillemin, chef de service à l'OFB qui est en visioconférence, d'intervenir. Bonjour, on peut vous applaudir, même si vous êtes loin. Salut. Bonjour. Guillaume, et on va faire un test son hein, parce que c'est toujours compliqué. En tout cas, l'image est parfaite. Allez-y. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien. Il va pas y avoir d'écho. Je sais pas. Ouais, la technique, il y a un peu d'écho ou pas? Redites des trucs, récitez un poème. Ouais. La sarcelle et le renard. C'est très bien. Ouais, ça a l'air d'être pas mal le son. Ok. Eh bien, on va vous laisser vous exprimer sur les anatidés dans la baie de l'Aiguillon. C'est à vous. Ok. Il y a un support avec. Déjà désolé de ne pas être avec vous ce matin, d'autant que j'entends qu'il y a des cafés, des viennoiseries partout. C'était un peu compliqué. Et donc, grâce à ce dessin animé-là, vous avez déjà une idée générale de la manière selon laquelle les oiseaux utilisent les habitats, mais on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Merci. Donc, diapo suivante. Donc, on a vu que globalement, il y a une alternance entre des zones où les oiseaux, les oiseaux se regroupent pendant la journée pour des activités de repos et des zones d'alimentation la nuit qui sont distinctes. Et donc, le tout forme les unités fonctionnelles. Et donc, c'est souvent ça qu'on essaye de conserver pour ces espèces. Diapo suivante. Donc le principe des unités fonctionnelles, il est bien connu, il a été décrit depuis assez longtemps, mais en fait la généralité du processus ou la manière selon laquelle les oiseaux se comportent là-dedans restait encore un peu étudiée. Donc on l'a fait de deux manières différentes, à deux échelles différentes, avec une approche plutôt spatiale. Donc c'est ce que Pamela va vous présenter tout à l'heure. Dans le marais Poitevin, en posant des balises sur les oiseaux et en identifiant de manière fine une petite échelle spatiale et temporelle ce que font les oiseaux. Et puis en Camargue, on a une approche plutôt de plus long terme et démographique pour essayer d'évaluer les flux d'individus et voir un peu comment ils se comportaient. Diapo suivante. Donc l'idée, c'est pas de faire la promotion de la Camargue dans un colloque sur la baie de l'Aiguillon. C'est juste d'expliquer que voilà, la Camargue, c'est aussi une zone d'importance internationale pour ces espèces-là depuis très longtemps. Pendant longtemps, en fait, la Camargue et la baie de l'Aiguillon, c'était les deux premières zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Camargue, il y a un très long historique de recherche sur ces espèces-là, 70 ans de recherche vraiment intensive. C'est là que les unités fonctionnelles ont été écrites. Et c'est aussi là que le plus de sarcelles ont été capturées et baguées en France. Diapo suivante. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de voir à une échelle fine comment se comportaient les oiseaux entre ces remises et ces gagnages. Donc, ça, c'est des travaux qu'on avait initiés à une époque où la pose de balises satellites sur les sarcelles n'était pas possible. C'est des oiseaux qui étaient trop petits. Donc, on utilisait des marques sur le bec avec un code individuel qui permet de les reconnaître. Et là, on a travaillé sur 4 remises d'urnes, donc les zones où les oiseaux se regroupent en Camargue. Donc, c'est les 4 plans d'eau que vous voyez en sombre. Et la première chose qu'on a regardée, c'est la probabilité de transition hebdomadaire. Donc, la probabilité qu'un oiseau qui est sur une remise une semaine donnée soit toujours sur la même remise s'il est dans la zone la semaine suivante. Et donc, cette probabilité de transition, elle est très faible. On n'a que 2%
2% des oiseaux qui changent de remise. Donc ça correspond à ce qu'on savait jusque-là. Effectivement, ils sont fidèles à une remise diurne au cours du temps. Mais ce qui était plus intéressant, c'était le corollaire, donc c'est la diapo suivante, c'est qu'en fait, le taux de survie apparente hebdomadaire local, donc j'ai expliqué, il était seulement de 2 tiers à peu près. En fait, ça veut dire que si on a un oiseau qui est présent ici, dans une de ces 4 remises aujourd'hui, il a 2 tiers de chance d'être encore vivant et présent dans un des 4 plans d'eau la semaine prochaine. Ce qui veut dire que chaque semaine, on a 1 tiers des oiseaux qui disparaissent. Et comme on a vu qu'ils étaient fidèles à leur remise dans une zone donnée, ces oiseaux qui disparaissent, soit ils sont morts, soit ils sont partis. Et s'ils sont partis, ils sont partis assez loin. Et en fait, grâce aux marques nasales et maintenant grâce aux balises, on se rend compte qu'on a des échanges qui sont importants et des oiseaux qui se déplacent pour certains d'entre eux. Entre eux, par exemple, la Camargue, les zones humides autour de Barcelone, la lagune de Venise en Italie, etc. Donc, 2 catégories d'individus, soit des oiseaux qui effectivement sont très casaniers, ils restent tout le temps sur la même remise et parfois sur le même petit morceau du même plan d'eau, tous les jours, pendant tout l'hiver, et au contraire, au milieu de ça, d'autres individus qui sont beaucoup plus mobiles. Si on combine ces informations sur le nombre d'oiseaux nouveaux chaque semaine et les comptages, mais en fait, on peut calculer le nombre d'oiseaux qui passent par un site donné. Donc, c'est la différence entre faire une photo de l'autoroute et compter les voitures qui passent sur l'autoroute pendant 1 heure. Quand on fait un comptage, on fait comme une photo de l'autoroute, on a une image instantanée. Mais si en fait on arrive à calculer ce flux, comme on l'a fait là, on se rend compte qu'il y a plus de 2 fois le maximum compté qui passe pendant un hiver au sein d'une zone d'hivernage. Donc en fait, on a clairement des gros mouvements d'individus entre ces zones pour certains individus et d'autres qui au contraire sont vraiment localisés à un endroit donné. Diapo suivante. Donc ça, c'est ce qui se passait pour la journée. On a aussi essayé de regarder ce qui se passait concernant les gagnages nocturnes. Donc à une époque, on n'avait pas de balise, hein, encore une fois, donc on en saura plus bientôt, et puis Pamela va vous en parler. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les tableaux de chasse en fonction de la zone où les chasseurs étaient actifs, donc qui sont à proximité des gagnages, en fonction de la distance à la remise la plus proche. En fait, évidemment, on s'attendait à une diminution. Plus on est loin, moins on va recevoir d'oiseaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'axe des abscisses, en bas, là, sur ce graphique, il est en mètres. Et en fait, non seulement ça diminue, mais ça diminue vraiment très, très vite. C'est-à-dire qu'en gros, si on est au-delà de 5000 mètres à peu près, ça ne fait plus aucune différence. On a très peu d'oiseaux. En fait, ce que ça indique, ces résultats, c'est que la nuit, les canards qui restent en Camargue vont avoir tendance à aller dans un rayon d'à peu près 4 à 5 km autour de leur remise diurne. Donc, ils sont vraiment concentrés, confinés dans un petit territoire pour ceux qui restent tout le temps. Diapo suivante. Alors, ça, c'était au cours d'une année. On s'est aussi demandé ce qui se passait d'une année à l'autre. Est-ce que c'est des espèces qui vont pouvoir revenir de manière régulière dans les mêmes sites d'hivernage? Alors, il y a une revue de littérature qui fait un peu autorité. Là, c'est le titre de l'article que j'ai montré là. Donc, qui a recensé tous les articles publiés sur le taux de fidélité d'un hiver à l'autre chez les anatidés. Quelle proportion d'individus reviennent et sont réobservés d'un hiver à l'autre au même endroit. Et cet article montre que chez les oies, à gauche, on a entre la moitié et la totalité des oiseaux qui reviennent, alors que chez les canards, ça serait que de 0 à 30%, donc ils seraient beaucoup moins fidèles. Et en plus, c'était sur des zones géographiques beaucoup plus grandes dans les articles étudiés chez les canards. Le problème, c'est qu'on a un très très gros biais méthodologique dans cette étude, c'est-à-dire que toutes les oies et tous les signes étaient étudiés avec des marques visuelles qui permettaient de facilement les reconnaître à distance, alors que tous les papiers qui traitaient de canards ne concernaient que des oiseaux qui étaient bagués avec une bague métal. On ne voit pas bien là sur la photo, mais c'est fait exprès. Si vous regardez bien, vous verrez que cet oiseau il a une bague en métal à la patte, sauf qu'évidemment, c'est très difficile à détecter. Donc on a un gros biais méthodologique à ce niveau-là. Diapo suivant. Donc on a réanalysé nos données de Camargue. Pour les oiseaux qui étaient uniquement bagués, effectivement, il y a très peu d'entre eux qui sont recapturés vivants ou repris, c'est-à-dire tués à la chasse, qui sont envoyés d'une année à l'autre. C'est moins de 5%. Mais par contre, diapo suivante, si on inclut aussi les oiseaux qui ont une marque visuelle et qu'on inclut les relectures de ces oiseaux, ben on se rend compte qu'on a 2 tiers des oiseaux à peu près qui sont soit revus, soit recapturés, soit repris. Donc c'est tout à fait comparable avec ce qui se passe chez les oies et les cygnes. Et donc on peut en conclure que chez les anatidés, maintenant, chez tous les anatidés, probablement on a une très grande fidélité d'un hiver à l'autre
au même quartier d'hiver. Donc, ce qui est intéressant pour le gestionnaire, et ce qui est intéressant dans le cas de la baie de l'Aiguillon et du marais Poitevin, non, il faudrait continuer avec les diapos. Ce qui serait intéressant, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte du coup que les oiseaux sont vraiment capables de mettre en place des traditions d'hivernage. Ils connaissent probablement la musique et pour ceux qui survivent, ils sont capables de revenir de manière répétée, que ça soit répété au cours des jours, des semaines ou même des années, sur les mêmes zones. Et donc probablement qu'ils arrivent à en bénéficier. Et pour le gestionnaire, ça veut dire que si on procure des habitats qui sont favorables, on ne va pas juste favoriser de manière fortuite les oiseaux qui passent par là à un moment. On a des oiseaux qui vont être capables de vraiment utiliser et tirer bénéfice de ça de manière répétée au cours du temps. Diapo suivante. Donc on a essayé de regarder quelles étaient les conséquences démographiques en fait, pour les populations. Là, donc, sans entrer dans les détails, grâce aux données de bagage, on peut calculer les taux de survie aussi à l'échelle annuelle. Et en fait, on se rend compte que chez les sarcelles d'hiver, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, on a deux catégories d'individus. On a dans la population des individus qui ont un faible taux de survie. Par exemple, c'est les mâles 1, là on voit qu'ils ont à peu près 55% de chances d'être encore vivants d'une année à l'autre. Et puis on a aussi d'autres mâles chez lesquels c'est beaucoup plus, qui ont en moyenne de l'ordre de 70% de survie. Et chez les femelles, la différence en fait en proportion entre les oiseaux à faible et forte survie est beaucoup plus grande. Et donc on pense maintenant que c'est lié avec ces modes d'utilisation de l'espace. On n'en a pas encore la preuve. Diapo suivante. En fait, on se met à poser des balises satellites maintenant qu'on peut techniquement et financièrement. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de voir si ces deux modes d'utilisation de l'espace, donc les oiseaux soit très fidèles à un seul site, soit au contraire qui naviguent au sein de toute la zone géographique d'hivernage, sont ces individus avec deux catégories de survie, bonnes ou mauvaises, parce qu'évidemment l'objectif c'est d'essayer de promouvoir les conditions d'habitat qui vont favoriser le plus les individus dans la population. Donc on sait qu'il y a un lien entre le mode d'utilisation de l'espace et la survie, mais il reste à démontrer. Et je vais passer la parole à Pamela qui va vous expliquer de manière plus précise ce qui s'est fait côté baie de l'Aiguillon. Merci beaucoup Mathieu Guillemin. Effectivement, nous allons... merci pour lui. Nous allons accueillir Pamela Lagrange qui est chargée de mission scientifique, qui est juste là. Chargée de mission scientifique, je le disais, à la réserve nationale de la baie de l'Aiguillon et à la LPO également. Toujours sur le... On va parler de canard encore. Hein. Bah ouais, je crois. Hein. Bah ouais, je me doute bien. Allez, c'est à toi. Donc, bonjour, du coup, je vais vous présenter donc, la suite de l'étude canard qui porte sur le marais Poitevin. Donc, le marais Poitevin, c'est 107 000 hectares de marais mouillés, de marais intermédiaires et de marais desséchés, avec une zone maritime. C'est un écocomplexe international pour les oiseaux d'eau où on effectue donc des comptages mensuels sur 14 sites, ce qui alimente l'Observatoire du patrimoine naturel du marais Poitevin. Et donc les précédentes études avaient montré en fait via des technologies un peu moins avancées que les GPS, donc c'était avec des suivis télémétriques, que les anatidés sur la... Pamela, excuse-moi, je te coupe. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette, que ce serait pas mal que tu prennes le micro main. D'accord. Je suis trop petite, c'est ça? Pas du tout. Alors non. Pardon, tu peux reprendre, excuse-moi. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc les précédentes études en fait ont montré que les anatidés utilisaient les espaces protégés pour les zones de remise en fait, et les prairies humides qui sont souvent périphériques aux espaces protégés comme zone de gagnage. Donc en fait, on a ainsi une ségrégation de l'espace suivant les activités diurnes et nocturnes pour les canards. Et les hypothèses qui étaient avancées, en fait, c'était les canards vont suivre les ressources trophiques où l'alimentation est la meilleure pour eux, la plus énergétique. Et donc aussi également les zones les plus tranquilles, notamment pour les zones de remise. Et sur ces hypothèses-là, en fait, le LIFE baie de l'Aiguillon a mené une action, donc c'est l'action A5, qui menait en fait à vérifier ces hypothèses-là. Donc les objectifs du LIFE, c'était 3 volets en fait. Comprendre la fonctionnalité du marais Poitevin pour les anatidés, c'est-à-dire savoir ce que mangent les canards, quelles ressources alimentaires ils vont manger, qu'est-ce qui est disponible dans l'habitat, et puis où vont-ils manger. Donc vous avez ici... Vous avez ici donc le contenu des gésiers qui est analysé.
Les carottes qui sont réalisées dans le sol avec donc du coup l'extraction après tri de ce qu'il y avait dedans. Et puis les GPS qui sont posés sur les anatidés. Donc le premier volet que je vais vous présenter visait à déterminer le régime alimentaire des canards. Et donc ici, vous avez une carte de la zone ouest du Marais Poitevin, où en fait des anatidés ont été prélevés à la chasse, donc c'est les petits points orange, et puis les parcelles à vocation environnementale, donc c'est tout ce qui va être réserve naturelle, parcelles avec des mesures des MAEC, des mesures baisse, etc. Et donc, ce sont 150 gésiers qui ont été récupérés par les chasseurs entre 2016 et 2019, et essentiellement sur de la sarcelle d'hiver et du canard colvert. Chacun de ces individus ont été âgés, sexés, et on a donc noté d'autres informations sur les échantillons de gésiers. Et chaque gésier a ensuite été trié, étuvé, et on a déterminé les graines qui étaient présentes dans les gésiers, et on a pesé cette biomasse ingérée. Donc globalement, les gésiers étaient vides à 17%. Le contenu des gésiers était plus léger le soir que le matin, d'à peu près 1 gramme. Certains individus avaient pour 6% du grit dans leur gésier, donc c'est la partie minérale qui sert à broyer les aliments ingérés. Et puis, il y avait à peu près 50% des canards siffleurs, canards souchets et colverts essentiellement, et un quart des pilets qui présentaient également des débris de végétaux dans leur gésier. Et donc, concernant les graines retrouvées, donc c'était quand même une majorité du contenu des gésiers, on a pu les distinguer en fait entre graines de prés salés et de vasières et les graines de prairies humides. Donc, on a pu tirer de ces analyses des contenus de gésiers on va dire les grands régimes alimentaires de 4 espèces de canards. Donc le canard siffleur était identifié comme granivore en utilisant des cortèges de graines de prés salés, une sélection de poacés genre chien-dent et herbivore strict. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines plantes sont évitées par les canards siffleurs, à savoir les graines de soude. La sarcelle a été identifiée comme une espèce granivore, et ce qui était assez nouveau, c'était de voir qu'en plein hiver, elle était également carnivore. Et on suppose en fait que cette carnivorie était liée en fait à des hivers plus doux. Et comme les hivers sont plus doux, les chironomes, les moustiques, sont plus présents dans le milieu. Il y a des larves. Et du coup, comme c'est plus énergétique, les sarcelles vont s'alimenter préférentiellement vers cette ressource alimentaire-là. Et quand elle ingérait des graines, en fait, la sarcelle utilisait plutôt des graines de prairies humides, une sélection vers le genre luzerne, renouée, rumex, etc. Les colverts étaient opportunistes, comme c'est bien connu, bien documenté dans la littérature. Et les canards souchets ont été qualifiés de granivores en utilisant essentiellement les cortèges de graines de prairies humides et les plantes aquatiques. Donc on a quelques différences quand même entre les résultats qu'on a vus et la littérature, et ça pourrait être dû en fait au fait qu'on a essentiellement récupéré des gésiers. Donc le gésier, c'est le deuxième organe de la digestion des canards, à savoir avant l'alimentation, le bol alimentaire passe par le jabot, et en fait tout ce qui est graines avec des petits téguments, végétation qui se dégrade facilement, en fait, tous ces aliments assez souples vont être dégradés relativement vite et du coup vont être sous-représentés dans le contenu du bol alimentaire des gésiers. Donc ici donc, vous avez la zone humide du Marais Poitevin avec donc les prés salés et la vasière qui correspondent à la baie de l'Aiguillon, et les prairies humides et les canaux qui sont plus on va dire l'arrière-pays. Et donc, on va retrouver, si on caricature, des colverts dans les deux milieux, du canard siffleur et également du pilet. Je ne suis pas passée dans le détail, enfin, je suis passée rapidement, mais sur les vasières. Et puis, des canards souchés, des sarcelles et donc des colverts dans les prairies humides. Donc, le deuxième volet qui vise à caractériser la ressource alimentaire dans l'habitat, donc c'est les carottes qu'on a réalisées en fait dans le sol. Donc, 5 sites ont été échantillonnés. 3 prairies humides, donc le marais communal de l'Héroux, la réserve naturelle régionale de la Vacherie, et puis les terrains du conservatoire de la Pré-Misotière.
Et puis, 2 zones de présalés ont été échantillonnées sur la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, sur Champagné et Charron. Donc, en fait, ce sont quasiment 12 000 carottes qui ont été réalisées dans le sol. Donc, vous voyez ici l'outil qui est utilisé pour les carottes. Les échantillons ont ensuite été nettoyés, tamisés, séchés. Ensuite, les graines ont été identifiées, comptées et pesées. Donc, ces graines ont ensuite été définies comme la banque de graines du sol. Donc, je vais utiliser ce terme par la suite. Donc là, vous avez tous les petits échantillons des carottiers. Donc au total, ce sont 82 genres en prairies humides qui ont été inventoriés, 54 en présalés. Mais en fait, vous avez vu, donc il y a plusieurs sites de prairies humides et plusieurs sites de présalés. Cela varie beaucoup en fait suivant les secteurs. C'est-à-dire quand on regarde la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces qu'il y a par échantillon, parfois on va avoir donc assez souvent sur la réserve naturelle régionale de la Vacherie une richesse spécifique qui est plus élevée que sur les présalés de Champagné ou de Charron. Mais on voit également que la prairie, le communal de l'Héroux, qui est aussi une prairie humide, n'est pas forcément meilleure en richesse spécifique que les présalés. Et donc, quand on regarde ensuite, si on veut qualifier le cortège de la banque de graines, donc sur le présalé, on a essentiellement des graines de salicorne, de puccinelli, de soude, et puis sur les prairies humides, du trèfle, de la renoncule et du carex. Concernant donc toujours cette banque de graines, on a regardé également la densité en graines dans les échantillons. Et là, on voit aussi que si on veut classer la densité, le nombre de graines en fait dans chaque échantillon suivant les sites, la réserve de la Vacherie est toujours plus dense, comme pour la richesse spécifique. Mais après, on a des sites qui sont plus ou moins intéressants au niveau de densité. Et on a également une variation dans la biomasse dans le classement des sites. Donc, on a essayé après d'expliquer ce qui pouvait faire varier cette banque de graines, donc à la fois la densité, la diversité et la biomasse. Et on voit en fait qu'il y a une très grande variabilité annuelle, donc avec un minimum de diversité, de densité de biomasse en 2018-2019 et un maximum pour les hivers 2016-2017. Donc la variabilité saisonnière était également assez importante, avait un effet assez important sur la diversité, avec une diversité qui est plus forte au printemps et plus pauvre en hiver, et une densité qui est plus forte au printemps. Pour la biomasse, on n'a pas eu de tendance particulière. Et en fait, ce qui pourrait essentiellement impacter ces 3 paramètres de densité, de diversité et de biomasse, en fait, on l'explique par les flux hydrauliques qu'on peut retrouver. Donc, sur le présalé, c'est via les marées. Le fait que, donc, suivant les coefficients et les flux de jusants et de flots. Et puis également donc, sur les prairies humides, via les crues hivernales, notamment sur le bassin du Lay, où du coup le communal de l'Héroux était assez souvent inondé, et notamment entre l'automne 2017 et l'hiver 2018, où on peut supposer en fait que ces flux hydrauliques vont refaire sortir les graines qui sont contenues dans la banque du sol, et du coup les disperser suivant le flux de l'eau. En revanche, on a également, donc c'est quelque chose qui a été testé uniquement sur la réserve régionale de la Vacherie, l'impact de la fauche. Donc on a possiblement un impact de la fauche avec un impact positif de la fauche si elle est suivie d'un pâturage en regain. Le 3e volet vise à comprendre la fonctionnalité de l'écocomplexe Marais Poitevin entre la baie de l'Aiguillon et le reste du Marais Poitevin. Donc pour ce faire, on a capturé 188 canards. Au début du programme en 2016, les balises étaient assez grosses, et du coup, les colverts ont été équipés de balises permettant un suivi beaucoup plus fin que pour les sarcelles. Et donc, ce sont 56 balises qui ont été posées, donc 40 qui ont fonctionné. Il y a eu quelques petits problèmes techniques. Et ce qui a permis de collecter à peu près 75 000 localisations entre décembre 2016 et novembre 2020. Donc ici, vous avez les cartes de distribution spatiale le jour et la nuit. Donc le jour en haut, la nuit en bas, pour les différentes espèces de canards. Donc la sarcelle d'hiver, le canard colvert et le canard pilet à droite. Sachant qu'on n'a que 3 individus qui ont été suivis pour les pilets.
donc je vais en parler très peu. Donc le canard colvert et la sarcelle d'hiver sont plus dispersés la nuit que le jour pendant la période d'hivernage. Et les superficies utilisées par les colverts et par les sarcelles sont quasiment équivalentes, ce qui est différent des précédentes études qui ont porté donc, avec des technologies un peu moins avancées. Et donc on peut voir en fait qu'avec le suivi GPS, on couvre des zones qui sont beaucoup plus grandes et du coup on a une plus grande finesse dans la distribution spatiale et les estimations de domaines vitaux. Donc ensuite, si on regarde l'utilisation des espaces protégés pour valider ce qui avait été annoncé via les études télémétriques du début des années 2000, donc le canard pilé qui avait été suivi que sur quelques jours, donc ce n'est pas très représentatif de l'espèce, a utilisé uniquement la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. La sarcelle d'hiver a fréquenté les parcelles à vocation environnementale ou les espaces protégés, surtout le jour, et puis donc pour les zones de remise, et puis ça représentait à peu près 71% des points en février, contre 37% la nuit pour le gagnage. Le canard colvert, donc cette espèce a fréquenté essentiellement les sites hors espace protégé ou hors parcelles à vocation environnementale, donc ça représentait 66% des localisations. Les zones de gagnage nocturnes sont situées essentiellement sur les communaux pour les sarcelles, donc le communal de Manille-Régnier. Et puis pour les canards colverts, les cours d'eau intérieurs du marais Poitevin. Il faut savoir que 12% des points étaient localisés à l'extérieur du marais Poitevin. Donc il y a plus de dispersion a priori pour le colvert. Pour les zones de remise diurnes, donc, les oiseaux ont essentiellement utilisé les réseaux d'espaces protégés qui sont la Prémisotière, la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Perret et de la baie de l'Aiguillon. Et pour les sarcelles, c'est utilisé pour l'alimentation aussi bien de jour comme de nuit. Ensuite, si on s'intéresse aux habitats qui sont sélectionnés par les sarcelles et par les colverts, donc les sarcelles d'hiver utilisent les mêmes habitats en décembre et en janvier, donc à savoir du présalé, les prairies subsomates, la frange arrière littorale, les terres arables et l'eau douce. Et en février, elles abandonnent les présalés pour fréquenter les milieux d'eau douce et les prairies subsomates sans différenciation d'habitat entre le jour et la nuit. Pour le canard colvert, en décembre, ils utilisent les terres arables, et minoritairement les présalés, et les milieux d'eau douce. En janvier et février, les colverts vont utiliser plutôt les milieux intertidaux, les prairies subsaumâtres, occasionnellement les fonds de vallée, et il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Donc en conclusion, cette étude du LIFE et celle de Mathieu ont permis d'améliorer les connaissances sur l'écologie des anatidés et d'apporter des éléments pour mieux gérer les quartiers d'hiver pour les oiseaux d'eau, à savoir maintenir des zones de quiétude en réseau interconnectés, donc des réserves et des espaces protégés assez proches les uns des autres, et puis garder des surfaces en eau pour maintenir des zones d'alimentation à proximité des zones de remise. Bien sûr, tout ça est à réfléchir dans un contexte de changement climatique, puisqu'on a des hivers qui sont de plus en plus doux et de moins en moins d'eau, donc des surfaces qui sont moins disponibles pour les oiseaux en hivernage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Pamela Lagrange. On a appris plein de choses sur les anatidés. Moi, j'ai appris par exemple qu'ils étaient tous équipés de panneaux solaires et que chaque anatidé équipé, c'est une centrale à charbon qui ferme. Équipons les canards. C'est le moment des questions à Pamela et peut-être à Mathieu. Tu nous entends toujours, Mathieu? On ne t'entend pas. Oui, bon. Alors du coup, peut-être c'est Pamela qui prendra. Désolé. Les questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ben, on vous applaudit tous les 2 jours. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.